Je m'appelle Marc. J'ai 32 ans et je travaille dans le support informatique pour une entreprise de logistique de taille moyenne située dans la périphérie de Lyon. Mes semaines sont très routinières, trajets, salle de sport, dîner, dodo, et on recommence. Ma fiancée s'appelle Jenna, elle a 29 ans et est responsable d'un cabinet dentaire. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 6 mois, et nous ne vivons pas encore ensemble car nous avions convenu d'attendre après le mariage pour emménager. Jusqu'au mois dernier, j'aurais juré que notre couple était solide. Pas parfait, certes, mais avec des problèmes d'adultes normaux, organisation des emplois du temps, gestion du budget, limites à poser avec la belle famille, le genre de choses que l'on règle avec des agendas et des discussions honnêtes. Jenna a un ex qui s'appelle Romain. Ils ont eu une relation en dents de scie avant moi, et elle dit que c'était fini parce qu'il était immature et incapable de s'engager. Soit, j'ai aussi mon passé. La différence, c'est que je ne le traîne pas dans mon présent. Romain gravite toujours autour de sa vie de manières étranges. Des amis communs, des sorties de groupe imprévues, et des SMS occasionnels qu'elle prétend anodins. Je n'aimais pas ça, mais je ne voulais pas non plus être le mec possessif qui interdit les amitiés. Alors, j'ai fait simple, je ne veux pas qu'il fasse partie de notre mariage, de quelque manière que ce soit. Ça aurait dû être facile. Puis, Jenna a commencé à organiser le mariage comme s'il s'agissait d'une opération militaire dont j'étais le stagiaire non rémunéré. Chaque décision était accompagnée d'un ton désagréable. Si je posais une question, elle agissait comme si je la ralentissais exprès. Si j'étais en désaccord, elle se taisait, puis me punissait avec des réponses glaciales d'un seul mot pour le reste de la soirée. Il y a 2 semaines, elle m'a dit que Romain viendrait au mariage. Pas invité par moi, même pas en tant que « +1 ». Elle a dit qu'il viendrait parce qu'il l'avait aidé à trouver l'un des prestataires il y a des années, et que ce serait impoli de ne pas l'inclure. Ça n'avait aucun sens, mais elle l'a dit comme si c'était une évidence et que j'étais juste stupide. Je lui ai dit, non, sois clair. Pas de drama. Je ne me marierai pas avec son ex assis là à regarder la cérémonie. Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit que j'étais complexé. Puis elle a sorti une phrase qui m'a glacé le sang. Elle a dit que le mariage était annulé sauf si je présentais mes excuses à Romain pour avoir été irrespectueux à son égard. J'ai cru qu'elle bluffait. J'ai dit, d'accord, alors le mariage est annulé. Et je le pensais vraiment. Elle a ri comme si je venais de faire une blague, a attrapé ses clés et est partie. Le dernier message qu'elle m'a envoyé ce soir-là disait que je reviendrais en rampant quand je réaliserais combien d'argent avait déjà été dépensé. Je n'ai pas rampé. J'ai commencé à passer des coups de fil. Le lendemain matin, j'ai appelé le domaine en premier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de discours dramatique. J'ai simplement demandé quelle était la politique d'annulation et quelles étapes étaient nécessaires pour résilier officiellement le contrat. Ils m'ont dit que les 2 parties avaient signé, mais que n'importe lequel de nous pouvait demander l'annulation. Il y aurait des pénalités financières selon les délais. Je leur ai demandé de m'envoyer le formulaire par email. En attendant, j'ai appelé le traiteur et le photographe. Même ton, même question. Je suis resté pragmatique. Si le mariage était conditionné au fait que je m'excuse auprès de son ex, alors ce n'était pas un mariage que je voulais financer. Jenna a envoyé un SMS vers midi. Elle a envoyé une capture d'écran d'une confirmation de réservation Airbnb pour la lune de miel et a écrit « J'espère que tu es fier de toi. Non remboursable ». J'ai répondu que je m'occupais de l'annulation du domaine et que nous pourrions partager les pertes qui nous incombaient légalement. Je suis resté neutre. Pas d'insultes, pas de menaces. Elle m'a immédiatement appelé. La première chose qu'elle a dite a été « Tu essaies sérieusement de m'humilier ?» Ce mot m'a marqué, m'humilier. Je lui ai répondu « Je ne m'excuserai pas auprès d'un homme qui n'a pas sa place dans notre mariage. » J'ai ajouté « Si elle croit vraiment que le mariage doit dépendre de ça, alors l'annuler est la conséquence logique. » Elle a changé de tactique rapidement. Soudain, ce n'était plus à propos de Romain. C'était à propos du fait que je ne respectais pas son jugement. Elle a dit que je l'obligeais à choisir un camp et que les adultes sains ne posent pas d'ultimatum. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait posé l'ultimatum, s'excuser auprès de Romain ou le mariage est annulé. J'avais juste accepté ses conditions. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit, tu surréagis. Je ne voulais pas dire vraiment annuler. C'était la première fissure.
Je lui ai demandé directement si Romain venait au mariage. Elle a hésité. Puis elle a dit qu'il ne viendrait que si je pouvais être mature. Cela m'a tout dit. J'ai envoyé le formulaire d'annulation cet après-midi-là. Je ne l'ai pas fait par impulsion. J'ai lu le contrat 2 fois. L'acompte était important mais pas dévastateur. Je peux assumer ma moitié sans ruiner mes finances. Ça ferait mal, mais pas autant que de commencer un mariage où mes limites sont négociables selon son humeur. 3 jours plus tard, le domaine nous a envoyé un email à tous les deux confirmant la réception et demandant à Jenna d'accuser réception de l'annulation. C'est laquelle a réalisé que je ne jouais pas la comédie. Elle est arrivée à mon appartement ce soir-là sans prévenir. Elle ne riait plus. Quand Jenna a frappé, il était près de 21h. J'avais fini de dîner et je répondais à des emails. J'ai failli ne pas ouvrir, mais je me suis dit qu'éviter la confrontation ne ferait qu'étirer la situation. Elle est entrée comme si elle habitait toujours là, a jeté son sac sur le plan de travail et a commencé tout de suite. Elle a dit que je l'avais prise de court, qu'annuler sans une autre discussion était extrême, que je l'avais rendue instable aux yeux du coordinateur du domaine. Elle a dit que je me focalisais sur le mauvais problème, que c'était une question de confiance. Selon elle, si je lui faisais confiance, je ne me sentirais pas menacé par un homme qu'elle a fréquenté il y a des années. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'il était important pour son évolution personnelle et que le coupé de sa vie serait immature. Je lui ai dit que je ne me sentais pas menacé. Je refuse simplement de célébrer le début de mon mariage avec son ex dans le public parce qu'elle pense que les apparences comptent plus que mon confort. Elle a explosé et m'a traité de manipulateur. Puis elle a dit quelque chose qui a changé toute la conversation. Elle a dit que Romain s'était senti manquer de respect par la façon dont je parlais de lui. J'ai demandé quand exactement j'avais parlé de lui à Romain. Elle a encore hésité. Puis elle a admis qu'elle lui avait montré des captures d'écran de notre dispute privée sur la liste des invités du mariage. Elle a dit qu'elle voulait son point de vue parce qu'il la connaît bien. C'était la première fois que je ressentais une clarté absolue au lieu de la frustration. Il ne s'agissait pas d'inviter un ex. Il s'agissait de triangulation. Elle passait notre conflit par lui et attendait ensuite que je m'excuse d'avoir une opinion sur mon propre mariage. Je lui ai dit que partager nos conversations privées avec un ex franchissait une ligne rouge. Elle a haussé les épaules en disant que j'étais dramatique. Selon elle, je devrais être reconnaissant qu'elle ait des amis qui se soucient assez d'elle pour donner leur avis. Ami, encore ce mot. Je lui ai demandé directement si elle était toujours émotionnellement attachée à lui. Elle s'est mise en colère instantanément. A dit que j'étais écœurant d'insinuer ça. A dit que si elle voulait Romain, elle ne serait pas fiancée à moi. Cette réponse sonnait apprise par cœur. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai dit que c'était exactement pour ça que j'avais annulé, parce qu'au lieu de respecter une limite simple, elle avait escaladé et impliqué la seule personne qui garantissait de déstabiliser les choses. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit, si j'annule l'annulation et que je m'excuse auprès de Romain, il me pardonnera de l'avoir embarrassé. Pardonner. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un malentendu. C'était un test de pouvoir et elle supposait toujours que je finirais par céder. Quand elle a dit qu'elle me pardonnerait, ça a sonné faux. Pas dramatique, pas explosif, juste faux, d'une manière calme et définitive. J'ai regardé mon appartement un instant, mon canapé, mon plan de travail, l'endroit que je paie et que je maintiens stable. Puis je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle parlait toujours comme si c'était une négociation où elle détenait l'avantage. Je lui ai dit que nous en avions terminé pour ce soir et qu'elle devait partir. Elle a cligné des yeux comme si elle ne traitait pas l'information. J'ai répété calmement, cette conversation est terminée. Tu dois rentrer chez toi. Elle a croisé les bras et a dit qu'elle n'avait pas fini. Elle a dit, les adultes ne tournent pas les talons quand les choses deviennent inconfortables. L'ironie était presque impressionnante. Je n'ai pas argumenté. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Elle restait là à me fixer, attendant que je m'adoucisse, attendant que je m'excuse d'avoir posé une limite dans mon propre appartement. Je lui ai dit, c'est chez moi. Tu es ici en tant qu'invité. Je te demande de partir. Sa voix est devenue plus tranchante. Elle a dit que j'essayais de l'intimider, que c'était de la violence psychologique. Que le fait d'annuler le mariage et maintenant de l'expulser physiquement prouvait que j'étais instable.
Je suis resté calme. J'ai dit, il n'y a rien d'instable à demander à quelqu'un de quitter son domicile quand il vous manque de respect. Elle a attrapé son sac mais n'a pas bougé vers la porte. Au lieu de cela, elle a essayé un dernier angle. Elle a dit, si tu me forces à sortir, c'est vraiment fini entre nous. C'était le deuxième test de pouvoir. Je lui ai dit, oui, si c'est ce qu'il faut pour que tu comprennes que je suis sérieux, alors oui. Elle m'a fixé pendant un long moment comme si elle s'attendait à ce que je craque. Quand ce ne fut pas le cas, elle est passée devant moi et est sortie dans le couloir. Avant de partir, elle s'est retournée et a dit, tu vas regretter ça quand tu réaliseras que tu as gâché un mariage par pur ego. J'ai répondu, je ne gâche pas un mariage. Je refuse d'en commencer un comme ça. Puis j'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Pas de manière dramatique, juste mécaniquement. Je suis resté là 1 minute ensuite pour m'assurer qu'elle était vraiment partie et qu'elle n'attendait pas que j'ouvre à nouveau. Elle a envoyé un SMS 10 minutes plus tard. De longs paragraphes sur à quel point j'étais froid, combien ses parents seraient déçus, comment les gens allaient jaser, pas une seule phrase sur le respect de mes limites. C'est là que le calme s'est vraiment installé. Parce que si la mettre à la porte de mon appartement ressemblait à un soulagement plutôt qu'à de la panique, cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Après avoir verrouillé la porte, les messages ont continué d'arriver. Au début, c'était de la colère. Puis ça a basculé vers la culpabilité. Elle a dit que je l'avais humiliée devant le coordinateur du domaine. Elle a dit que sa mère posait des questions. Elle a dit que les gens allaient supposer qu'elle avait fait quelque chose de terrible. J'ai remarqué quelque chose, chaque SMS était centré sur son image, son humiliation, son désagrément. Pas une seule fois elle n'a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais mal à l'aise avec l'implication de Romain dans notre relation. Vers minuit, elle a appelé 3 fois d'affilée. J'ai laissé sonner. Je n'allais pas avoir une autre conversation circulaire où elle reformulerait ma limite comme une agression. Le lendemain matin, il y avait plus de messages. Cette fois, elle était plus calme. Elle a dit que nous devions régler ça avant que ça ne dérape. Elle a suggéré que l'on se voit pour un café et qu'on parle comme des adultes. Elle a aussi ajouté que Romain pensait que toute cette histoire était un malentendu et qu'il était prêt à accepter mes excuses en privé si cela rendait les choses plus faciles. Cette phrase a tout déclenché. Le fait qu'il connaisse assez de détails pour avoir une opinion signifiait qu'elle lui donnait toujours des mises à jour en temps réel. Notre relation était apparemment un sujet de discussion de groupe. J'ai répondu une fois. J'ai dit, je ne présente pas mes excuses et je ne continue pas une relation où ma fiancée donne la priorité à son ex plutôt qu'à des limites de base. Je te souhaite le meilleur. Elle a immédiatement répondu que j'étais encore en train de dramatiser et que la bloquer prouverait que je ne l'avais jamais aimée. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué davantage. J'ai bloqué son numéro. Puis je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même LinkedIn, parce que je sais comment ces choses-là se passent. Je ne voulais pas de messages indirects, de publications publiques dirigées contre moi ou d'amis communs agissant comme messagers. Ce n'était pas fait par rage. C'était stratégique. Si je laissais un canal ouvert, elle l'utiliserait pour me ramener dans le débat. Et le débat était sa force. Elle s'épanouissait dans les zones grises où elle pouvait reformuler les choses jusqu'à ce que je sois sur la défensive au lieu de traiter le problème initial. La bloquer n'était pas pour la punir. C'était pour terminer le cycle proprement. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie. C'était Romain. J'ai regardé la notification de message vocal pendant 1 minute complète avant de l'écouter. La voix de Romain était calme, trop calme. Il a dit qu'il avait entendu dire que les choses avaient dérapé et qu'il ne voulait pas être la raison pour laquelle un mariage tombait à l'eau. Il a dit qu'il me respectait et espérait que nous pourrions mettre les choses au clair d'homme à homme. Cette formulation seule m'a dit que cette implication n'était pas accidentelle. Il se sentait autorisé à intervenir. Il a aussi dit que Jenna était très bouleversée et qu'elle avait tendance à réagir émotionnellement quand elle se sentait acculée. Il s'est présenté comme le raisonnable, le médiateur. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai enregistré le message vocal et fait une capture d'écran du journal des appels. Pas parce que je prévois d'escalader quoi que ce soit, mais parce que la documentation compte quand les histoires commencent à changer. Environ 1 heure plus tard, ma sœur a envoyé un SMS pour demander ce qui se passait.
Jenna l'avait apparemment appelé en pleurant, disant que j'avais annulé brusquement le mariage à cause d'un désaccord mineur sur la liste des invités et que je l'avais bloqué sans explication. C'était rapide. J'ai appelé ma sœur et je lui ai donné la version courte. Pas de drame, juste des faits. Jenna a invité son ex au mariage contre ma volonté. Elle a partagé nos disputes privées avec lui. Elle a exigé que je m'excuse auprès de lui, sinon le mariage était annulé. J'ai accepté cette condition. Ma sœur est restée silencieuse une seconde puis a dit que ce n'était pas un désaccord mineur. Exactement. En milieu d'après-midi, Jenna a essayé de me joindre par email. Objet, s'il te plaît, écoute-moi. Je l'ai lu une fois. C'était la même chose. Elle a dit qu'elle se sentait attaquée et non soutenue. Elle a dit que Romain essayait seulement d'aider. Elle a dit que la bloquée était cruelle et immature. Elle a aussi glissé que l'annulation du domaine sans son accord pourrait avoir des conséquences juridiques pour moi si elle décidait de poursuivre pour dommages et intérêts. Cette partie était intéressante, non pas parce que j'étais inquiet que le contrat permettait clairement l'annulation par l'une ou l'autre partie mais parce qu'elle montrait son état d'esprit. Il ne s'agissait plus de réparer quoi que ce soit. Il s'agissait de levier. Tard dans la soirée, Romain a envoyé un SMS depuis un autre numéro. Il a dit « Éviter la conversation te rend coupable ». J'ai bloqué ce numéro aussi. À ce stade, le schéma était évident. Jenna n'essayait pas de réparer notre relation en privé. Elle construisait un récit où j'étais instable et déraisonnable. Et Romain n'était pas un spectateur. Il participait. Cela a confirmé quelque chose que j'avais hésité à dire à voix haute, il n'a jamais été question d'un simple invité de mariage. Il s'agissait de savoir si j'étais prêt à être en compétition avec son ex pour influencer ma propre relation. 2 jours ont passé sans contact direct car j'avais fermé toutes les portes qu'elle tentait d'utiliser. Cela n'a pas arrêté les répercussions. Un ami commun, Kevin, m'a envoyé un message pour me demander si j'allais bien. Il a dit que Jenna avait raconté à leur groupe de discussion que j'avais un problème de jalousie et que j'avais saboté le mariage après avoir vrillé pour rien. Selon sa version, Romain était invité par courtoisie et j'avais réagi comme si elle m'avait trompé. J'ai appelé Kevin au lieu de répondre par SMS. J'ai exposé la chronologie en termes simples. Elle a invité son ex. J'ai dit non. Elle a conditionné le mariage à mes excuses envers lui. J'ai accepté. Elle l'a impliqué dans nos disputes privées. J'ai mis fin à tout ça. Kevin est resté silencieux un moment. Puis il a dit que ce n'était pas comme ça qu'elle l'avait présenté. Évidemment que non. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de la mère de Jenna demandant si nous pouvions parler. C'était poli mais direct. Elle a dit que les mariages nécessitent des compromis et que la fierté ne devrait pas ruiner un avenir. Encore ce mot, fierté. J'ai répondu respectueusement. J'ai dit que ce n'était pas une question de fierté. C'était une question de limite et de confiance. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise à l'idée d'épouser quelqu'un qui impliquait son ex dans nos conflits et qui conditionnait ma participation au fait de l'apaiser. Elle n'a pas répondu. Plus tard dans la nuit, Jenna est revenue devant mon immeuble. Je le sais parce que mon voisin du dessous m'a envoyé un SMS disant que quelqu'un sonnait de manière répétée. Je n'ai pas répondu. J'avais déjà clairement fait savoir qu'elle n'était pas la bienvenue. Au lieu de cela, elle a envoyé un dernier email. Il était plus long que les autres, moins colérique, plus stratégique. Elle disait qu'elle était prête à désinviter Romain si c'était ce qu'il fallait pour avancer, mais qu'elle avait besoin d'être rassurée sur le fait que je ne l'humilierais pas à nouveau de cette façon. Elle a aussi demandé que je m'excuse de surréagir et d'avoir annulé le domaine sans lui laisser une chance de se calmer. Voilà. Elle supprimerait Romain en tant qu'invité, mais seulement si j'admettais ma faute pour avoir tenu tête. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer de ne pas l'interpréter mal. Ce n'était pas des excuses. C'était un échange commercial. Et j'ai réalisé quelque chose d'inconfortable mais nécessaire, si j'acceptais, je créerais le précédent selon lequel, chaque fois qu'elle irait trop loin et que je résisterais, je finirais par absorber le blâme pour restaurer la paix. Ce n'est pas un partenariat. C'est du dressage. Alors, je n'ai pas négocié. J'ai transféré l'email dans mes archives. Ensuite, j'ai contacté le domaine une dernière fois pour confirmer que l'annulation était finalisée et irréversible sans un nouveau contrat. Ils ont confirmé que c'était fermé.
Il n'y avait pas de retour en arrière possible, ni administrativement, ni personnellement. La semaine suivante fut plus calme en apparence, mais pas réellement paisible. Jenna a cessé d'essayer de me contacter directement. Au lieu de cela, j'ai commencé à entendre des mises à jour de seconde main. Un de ses collègues aurait dit à une connaissance commune que j'avais eu froid aux yeux. Quelqu'un d'autre a entendu dire que j'étais complexé par son passé et que je ne pouvais pas supporter d'être avec une femme qui avait une histoire. C'était intéressant de voir à quel point le cadre était cohérent. Dans chaque version, j'étais fragile, dépassé, menacé. Jamais l'histoire n'a été qu'elle avait exigé que je m'excuse auprès de son ex comme condition du mariage. Je n'ai pas répondu publiquement. Je n'ai pas fait de publication ni essayé de corriger le récit dans chaque cercle. C'est un combat perdu d'avance. Les gens croient ce qui s'aligne avec leurs opinions antérieures. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la logistique. Nous avions déjà prévu d'emménager dans un nouvel appartement ensemble après le mariage. La demande de bail était en cours. J'ai appelé le gestionnaire immobilier et j'ai retiré ma candidature formellement. J'ai demandé une confirmation écrite que je n'étais plus lié au dossier. Je ne voulais pas que mon nom traîne là où elle pourrait l'utiliser. J'ai aussi examiné les contrats des prestataires pour m'assurer que mon exposition financière était limitée. Les pertes sur les acomptes étaient réelles mais gérables. J'ai payé ma part immédiatement et gardé les reçus. À cette époque, une autre chose inattendue est arrivée. Romain m'a envoyé un email directement, pas depuis un numéro anonyme, depuis son adresse professionnelle. Il a écrit qu'il se sentait obligé d'intervenir parce que Jenna était en train de sombrer et se culpabilisait. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer une division et qu'il respectait ma position en tant que futur mari. Futur mari. Cette expression était soit totalement déplacée, soit délibérée. Il a aussi dit que si je voulais me rencontrer pour un café et éclaircir les malentendus, il était ouvert. Il a souligné que les hommes matures communiquent plutôt que de couper les ponts. J'ai lu attentivement. Il n'y avait aucune reconnaissance du fait que s'immiscer dans notre conflit privé était inapproprié. Aucun aveu que recevoir des captures d'écran de nos disputes avait franchi une ligne. Juste une suggestion douce que j'étais celui qui évitait de grandir. C'était la pièce finale pour moi, parce que j'ai réalisé quelque chose de simple, si j'épousais Jenna, Romain ne s'effacerait pas. Il resterait un consultant dans nos différends. Un vote de l'ombre, et Jenna continuerait de présenter cela comme raisonnable. Alors j'ai répondu une fois. J'ai dit, il n'y a pas de malentendu. Ce n'est pas ta relation à médier. Ne me contacte plus. Puis j'ai bloqué son adresse email. Ce soir-là, pour la première fois depuis que tout cela a commencé, mon téléphone était complètement silencieux. Et ce silence était pur. Environ une semaine après que tout soit devenu silencieux, j'ai croisé Jenna dans un supermarché près de chez moi. Non planifié, juste un mauvais timing. Elle m'a vu en premier. Je l'ai su parce qu'elle s'est figée au milieu de l'allée, puis a redressé sa posture comme si elle se préparait pour un public. J'ai envisagé de faire demi-tour, mais j'ai décidé que je n'allais pas agir comme si j'avais quelque chose à éviter. Nous nous sommes retrouvés face à face près du rayon frais. Elle semblait différente, pas dévastée, pas repentie, composée. Elle a dit « Salut », comme si nous étions des collègues qui ne s'étaient pas parlé depuis quelques jours. J'ai hoché la tête et dit bonjour. Il y a eu une pause où elle s'attendait clairement à ce que j'ouvre la porte à la conversation. Je ne l'ai pas fait, alors elle l'a fait. Elle a dit qu'elle aurait aimé que je gère les choses différemment, qu'annuler publiquement au lieu de résoudre le problème en privé l'avait profondément blessée. Elle a insisté sur « publiquement », comme si j'avais mis une affiche publicitaire au lieu de contacter les prestataires directement. Je lui ai dit que j'avais géré ça en privé. Les prestataires font partie de la logistique du mariage. Ils avaient besoin d'informations exactes. Elle a soupiré et a dit « Tu sais ce que je veux dire ». Puis elle a dit quelque chose qui a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Elle a dit que Romain était d'accord sur le fait que nous avions tous les deux escaladé et qu'avec une communication appropriée, nous aurions pu éviter tout ce gâchis. Voilà encore, Romain comme évaluateur, Romain comme juge. Je lui ai posé une dernière question, si on revenait en arrière à ce soir-là et que je disais « je ne m'excuse pas », est-ce que tu aurais respecté cela sans conséquence? Elle a hésité. Pas longtemps, mais assez. Elle a dit « J'avais juste besoin que tu me montres que tu pouvais faire passer mes sentiments en premier. »
Cette réponse était honnête et révélatrice. Faire passer ses sentiments en premier signifiait subordonner mes propres limites. Cela signifiait accepter que son confort avec son ex pesait plus lourd que mon inconfort. Je lui ai dit calmement que je ne suis pas intéressé par une relation structurée de cette façon. Elle a semblé agacée, pas triste, agacée comme si j'étais difficile sans raison. Elle a dit, je suppose que c'est fini. Puis j'ai dit, oui, c'est fini. Nous sommes restés là une seconde de plus. Puis elle a pris son panier et est partie sans se retourner. Je n'ai ressenti ni colère ni regret, juste une confirmation. Parce que même à la fin, elle a formulé le problème comme étant mon échec à donner la priorité à ses sentiments, pas son échec à protéger notre relation de toute influence extérieure. Et cette différence n'est pas mince. Elle est fondamentale. Cela fait 3 mois que le mariage a été officiellement annulé. Les retombées financières sont réglées. Nous avons divisé les acomptes non remboursables selon les contrats que nous avions signés. Il n'y a pas eu de procès, pas de menaces juridiques dramatiques, juste de la paperasse et des reçus. La version sociale des événements s'est stabilisée aussi. Les gens qui voulaient croire que j'avais paniqué le croient toujours. Les gens qui ont demandé ma version l'ont entendu et ont rendu leur propre jugement. Je n'ai pas couru après la validation. Jenna et moi ne nous sommes pas parlé depuis le supermarché. Un ami commun a mentionné récemment qu'elle et Romain passaient beaucoup de temps ensemble à nouveau. Je n'ai pas posé de questions supplémentaires. Ce ne sont plus mes affaires. Si quelque chose, cela renforce l'instinct que j'avais quand elle insistait pour qu'il fasse partie de notre journée de mariage. Avec le recul, le déclencheur réel était petit sur le papier. Une invitation, des excuses, une exigence formulée comme un compromis, mais la structure en dessous n'était pas petite. Elle a impliqué son ex dans notre conflit privé. Elle a traité son opinion comme pertinente pour notre engagement. Elle m'a positionné comme quelqu'un qui devait mériter l'approbation d'un homme qui n'avait aucune place dans mon avenir. Et quand j'ai refusé, elle a escaladé au lieu de se recalibrer. Ce qui ressort le plus n'est pas l'argument en lui-même. C'est la rapidité avec laquelle elle a agi pour contrôler le récit une fois que je n'ai pas obtempéré. Appeler ma sœur, envoyer des messages aux amis, suggérer que j'étais instable. Ce n'était pas de la panique. C'était de la gestion de dommages. Si je m'étais excusé auprès de Romain, le mariage aurait eu lieu. En surface, tout aurait eu l'air bien. Photos, sourires, discours. Mais j'aurais su que quand il aurait fallu faire un choix, ma limite était négociable et son ex avait une voix dans notre dynamique. Cette connaissance n'aurait pas disparu après la lune de miel. Les gens continuent de me demander si je regrette d'avoir été aussi ferme. La réponse honnête est non. Annuler un mariage est coûteux et gênant. Divorcer de quelqu'un qui ne respecte pas vos limites est bien pire. Je n'ai pas perdu un mariage. J'en ai évité un qui était déjà structuré contre moi. Et le fait qu'elle n'ait cru que j'étais sérieux qu'une fois que le domaine a confirmé l'annulation me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la façon dont elle percevait ma détermination. Elle pensait que je bluffais. Ce n'était pas le cas.